Rebonjour tout le monde. Donc, on reprend la séance de ce congrès, donc la première séance de cet après-midi du samedi, par la conférence symposium qui va être présentée par professeur Mustafa Hida, Rani Antarif, d'accord, et donc qui va nous présenter l'approche holistique des troubles digestifs chez l'enfant et la place des probiotiques. Merci. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers amis, chers collègues. Donc, c'est un plaisir de présenter devant vous cette thématique-là. Donc, on m'a demandé d'aborder ce sujet-là. Donc, avec ce titre, la prise en charge holistique des troubles digestifs de l'enfant. En 25 minutes, 30 minutes au maximum. Donc, vous imaginez un petit peu le challenge, parce que c'est une thématique qui est très importante, qui est vaste. Donc, pour l'aborder en quelques minutes, je vais essayer de cibler certains messages pour la pratique quotidienne. Donc, j'annonce que c'est un symposium sponsorisé par le laboratoire Sanofi. Voilà, donc cette présentation sera divisée en trois parties pour essayer d'équilibrer les choses. Donc, je vais traiter rapidement les troubles digestifs chez l'enfant, parce que lui-même, c'est un sujet qui est très vaste. Et puis, le rôle et la place de microbiote et la dysbiose dont on parle beaucoup ces dernières années dans la genèse et dans le mécanisme de ces troubles digestifs chez l'enfant. Et bien sûr, et comme moyen de modulation de ce microbiote, on dispose quand même de certains antibiotiques. On va voir un petit peu leur place dans ces troubles digestifs de l'enfant. Les troubles digestifs chez l'enfant, vous imaginez, donc c'est très fréquent. C'est des symptômes qui sont assez fréquents, donc on va les voir, et sont très variés quand on parle des troubles digestifs. Et dans l'étiologie, on a tout un éventail d'étiologies derrière ces troubles digestifs. Ça nécessite une approche holistique, c'est-à-dire une approche globale pour résoudre ce problème-là. Un élément qui est très important, on va y revenir, c'est identifier et diagnostiquer. C'est très important, donc on va voir dans l'approche de prise en charge de l'enfant et de ses parents. Donc, je vous ai mis cette phrase, mettre des mots sur les mots. Donc, c'est des mots, donc l'enfant souffre, donc il faut l'identifier et l'appeler comme tel. Donc, on va voir l'approche dans ce sens-là. Et il faut connaître quand même certains mécanismes physiopathologiques, grosso modo, c'est pas avec le détail, pour pouvoir les intégrer dans la prise en charge. Et bien sûr, cette prise en charge thérapeutique doit être optimale. On va les détailler un petit peu. De quoi s'agit-il, les troubles digestifs? Ça peut être des troubles digestifs d'ordre organique. Donc d'ailleurs, c'est le souci de tout médecin de chercher une cause organique. Est-ce que c'est toujours bien ou il y a les troubles fonctionnels, c'est le gros lot de ces troubles-là, donc les fonctionnels gastro-intestinal disease. Il y a le psychogène. Parfois, c'est isolé, c'est-à-dire la cause peut être organique, de façon isolée, parfois fonctionnelle ou psychogène, et parfois c'est associé. C'est très important de retenir ce mot-là, donc associé, pour les prendre en charge. Les mécanismes sont complexes. Tout à l'heure, il y avait toute une discussion sur les colites, sur colite œsophile, fonctionnelle, les douleurs qui persistent. Madame Raimi a parlé des cas où le bilan inflammatoire elle est normale chez quelqu'un qui a une MICI. Est-ce que c'est une poussée? La relation entre le fonctionnel et l'organique, maintenant, elle est identifiée. Un enfant qui a une maladie de Crohn, il peut présenter des troubles fonctionnels sans qu'il y ait une poussée organique sous-jacente. Donc, il faut le savoir pour ne pas entrer dans une démarche d'escalade thérapeutique pour rien du tout. Les troubles digestifs, je vous ai mis ici quelques symptômes. Nausées, vomissements, diarrhée, constipation, douleur abdominale, éructation, etc., etc. Donc, la liste, elle est longue. Vous imaginez un petit peu la problématique de l'approche. Et le mécanisme également. Donc, on a différents mécanismes. Il peut s'agir de mécanismes mécaniques, obstruction intestinale, inflammatoire, colite inflammatoire, chimique, une dyspepsie, donc un ulcère, donc et bien sûr les autres.
Et ce schéma-là, donc, c'est qui schématise essentiellement les douleurs gastriques. Donc, c'est bien d'avoir ce schéma pour demander à l'enfant s'il arrive à exprimer le type de la douleur. Est-ce que c'est une pesanteur? Est-ce que c'est une douleur, la sensation de chaleur, d'une torsion ou d'un coup? Donc, ça aide un petit peu parce que dans le cadre de la prise en charge, l'explication et l'entretien jouent un rôle énormément. Et dans tout ça, le microbiote et surtout la dysbiose quand ce microbiote il est déséquilibré joue un rôle très important. Les troubles fonctionnels, c'est quoi? Donc, c'est quand on n'a pas une explication, on n'arrive pas à expliquer ces symptômes par des mécanismes structurels ou chimiques. Donc, il n'y a pas de trouble de la motricité, il n'y a pas de l'inflammation, bien que et c'est des troubles qui sont identifiés sous plusieurs appellations variables, avec un ordre chronologique. Donc, vous êtes tous des pédiatres, donc vous avez cette notion-là. Donc, l'âge chronologique, c'est les régurgitations, les coliques de nourrisson, la diarrhée non spécifique, la constipation. Et vous avez ce schéma-là, donc de la Fondation Rome qui se charge d'identifier ces symptômes. Et là, donc, elle nous donne cette chronologie de ces différents troubles digestifs fonctionnels. Vous avez les régurgitations depuis la naissance, la dyschésie également. La dyschésie, elle est très fréquente. Ça pose un problème pour les parents et même pour les pédiatres. C'est des enfants qui ont des difficultés à exonérer, mais sans cause. Donc, c'est un symptôme qui va disparaître par la suite. Les coliques que vous connaissez très bien, les vomissements cycliques. Donc, la répartition selon l'âge, donc elle est large. La nausée fonctionnelle. Les IBC, IBS, diarrhée fonctionnelle, la constipation fonctionnelle. Donc, on a une répartition chronologique qui est bien définie. Vu la complexité de ces troubles fonctionnels, donc il y a tout un groupe d'experts qui ont commencé à se réunir depuis 1994, c'est en Rome. Et il y a des critères de diagnostic qui sont très importants dans la pratique quotidienne. Rome 1, Rome 2, Rome 3, et bientôt va apparaître les Rome 5 en 2024. Et donc voilà un petit peu juste la partie qui concerne l'enfant, le nourrisson et le grand enfant en français. Donc on va chez le nourrisson et le jeune enfant. Donc, on parle de troubles fonctionnels. Vous avez les différentes entités: régurgitation de nourrisson, rumination de nourrisson, vomissement cyclique, les coliques de nourrisson, diarrhée fonctionnelle, la dyschésie de nourrisson, constipation fonctionnelle. Et chez le grand enfant, vous avez toute la liste là. Donc, il faut les connaître. Et pour donc, il faut connaître ces entités qui sont particulières et chacune, il a une définition particulière. Et la nouveauté des critères de Rome 5, c'est que, on va le voir dans l'approche diagnostique. Il ne faut pas l'aborder avec l'approche de diagnostic d'élimination. Oui, c'est vrai, dans notre raisonnement. Donc, il faut exclure tout ce qui est organique. Tout ce qui est dû à une inflammation ou à une dysmotricité, c'est-à-dire il y a une explication pour retenir le trouble fonctionnel. On le fait dans le raisonnement, mais devant les parents, c'est très difficile de le retenir, de l'accepter. Il faut dire que votre enfant il a une dyschésie, donc c'est un antitype bien connu pour lui montrer que vous avez posé le diagnostic. Mais chez Mandoualo, parce qu'il y a une souffrance quand même derrière. Voilà, donc sur une cohorte de presque de 3000 enfants, ils ont essayé de répartir un petit peu ces troubles fonctionnels en fonction de l'âge. Vous avez la plus fréquente, c'est la constipation fonctionnelle, et puis la dyspepsie fonctionnelle, et les autres. Donc, ces troubles fonctionnels nécessitent une approche diagnostique qui doit être très précis. Donc, j'ai parlé un petit peu de l'approche. Est-ce que c'est un diagnostic d'élimination? Oui, mais actuellement, il faut peut-être changer cette dogmatique-là. Donc, et c'est vrai de garder quand même les signes d'alerte qui orientent vers une pathologie sous-jacente qu'il faut la prendre en charge avec beaucoup de sérieux. Vous avez un antécédent familial de Mickey, il faut en tenir compte, parce qu'il y a quand même un terrain génétique, la maladie cœliaque, la maladie ulcéreuse,
Les douleurs persistantes de l'hypocondre droit et la fosse iliaque droite, de chaque fois que c'est loin de l'ombilique, donc il y a moins de chances que ça soit fonctionnel. La dysphagie, quand la dysphagie elle est là. L'odénophagie, les douleurs à la déglutition. Les vomissements persistants, qui sont persistants, donc même c'est un signe, il faut chercher la cause. Un saignement digestif, diarrhée nocturne, l'existence d'une arthrite, des lésions périnéales, une perte de poids involontaire, le ralentissement de la vitesse de croissance et retard pubertaire et la fièvre inexpliquée. Mais de temps en temps, on trouve des séries qui essayent d'évaluer un petit peu ces signes rouges. Ils nous disent que peut-être la diarrhée nocturne ne sort pas comme critère de risque pour, je crois, il faut rester zen et serein. Il faut garder ces signes d'alerte comme ça dans le cadre de l'approche diagnostique. Voilà, comment adapter la prise en charge au profil clinique. Diagnostic selon les critères de Rome, c'est très important. Donc, il y a des définitions particulières pour pouvoir, et parfois, on n'a pas même pas besoin de faire une exploration. Donc, ça répond aux critères de Rome. On peut poser les diagnostics et d'identifier quel type de trouble fonctionnel digestif qu'il s'agit. Les symptômes cliniques peuvent être associés. Donc, il y a des troubles digestifs où il y a plusieurs signes. Donc, l'exemple, c'est le IBS, donc le côlon irritable. Ça peut s'associer à une constipation. Bon, parfois, c'est la diarrhée. Parfois, c'est les deux. Parfois, c'est juste la douleur. Donc, et évaluer l'impact sur la vie quotidienne, surtout l'enfant quand il est scolarisé. Donc, il faut en tenir compte. Et le contexte psychosocial de l'enfant lui-même, il faut l'analyser. Est-ce qu'il y a un terrain d'anxiété, d'une dépression? Est-ce qu'il y a une comorbidité? Et puis peut-être faire appel à certains biomarqueurs pertinents, tels que la calprotectine, le syndrome inflammatoire, l'endoscopie. Donc là, c'est orienté et le traitement doit être ciblé. Les grands principes de prise en charge. Vous imaginez qu'on ne va pas tout détailler, mais juste les quelques mots clés. Donc d'ailleurs que j'ai mis en gras, c'est très important. C'est des consultations qui sont chronophages, ces symptômes, ces troubles fonctionnels, parce que ça nécessite une explication, de faire convaincre les parents, etc. Et n'hésitez pas à revoir ces enfants pour les prendre en charge correctement. Donc, expliquer le modèle biopsychosocial. Donc, il faut expliquer aux parents. Et il faut tenir compte de cette réalité. La douleur, il est réelle. Il ne faut pas dire que votre enfant n'a rien. Non. L'enfant, il souffre. On va lui dire qu'il a une constipation fonctionnelle. Il faut porter un diagnostic. Voilà mon objectif. Et puis, la réassurance. Il faut réassurer les parents comme quoi c'est pas une maladie mortelle. Donc, c'est vrai, ça dérange, mais il n'est pas mortel, un bon pronostic. Et dans les 2/3, s'améliore avec l'âge. Expliquer l'objectif de la prise en charge. Il n'aura plus mal, il n'aura plus de douleur, il n'aura plus de diarrhée, ni de constipation. Donc, c'est progressif. Donc, la gestion de la douleur, on va gérer la douleur, on va essayer de s'adapter au quotidien, surtout à scolarité chez l'enfant, et peut-être de suggérer certains changements de style de vie, en essayant de chercher les facteurs déclenchants pour essayer de les éviter. Et bien sûr, on peut faire appel à certains manœuvres, certaines stratégies, la relaxation, l'auto-hypnose, avant d'aller dans la médication. Parfois, c'est nécessaire d'avoir un avis d'un psycho s'il y a un impact très important sur le vécu de l'enfant ou de ses parents. Revoir après tout ceci, donc il faut revoir l'enfant, et on peut faire appel aux médicaments, c'est échec. Les mécanismes physiopathologiques, vous voyez ce schéma qui est très complexe pour vous montrer un petit peu l'impact sur la prise en charge. C'est vrai que les troubles fonctionnels digestifs, parce qu'il y a des événements très tôt dans la vie, il y a du terrain génétique et les événements qui arrivent chez le tout petit, avec les facteurs psychosociaux qui s'ajoutent. Donc le stress, tout ça, donc avec l'interaction de ce qui est physiologique
On parle de troubles fonctionnels, mais il y a quand même un degré de dysmotricité, d'une hypersensibilité à la douleur. Donc, c'est ces enfants qui ont le seuil de la douleur qui est un petit peu bas. Donc, et puis l'altération du microbiote. Tout cela, donc, il y a ce qu'on appelle l'axe cerveau-intestin. Donc, sans oublier l'impact de la prise en charge quand il est mal mené. C'est-à-dire quand on entre dans une escalade de bilan où les parents changent de médecin, donc c'est des dossiers, refaire l'échographie, faire tout ça avec beaucoup de médicaments, ça aggrave la situation. Donc d'où l'importance de revoir le patient, lui expliquer les objectifs de chaque consultation pour pouvoir et arriver à les résoudre. Voilà donc les différents facteurs. Donc, dans le cadre des concepts physiopathologiques, il y a une prédisposition génétique, l'impact de l'environnement familial précoce, des facteurs psychosociaux, les anomalies de la motricité, l'hypersensibilité viscérale, l'inflammation, le microbiote en gras et l'interaction cerveau-intestin. Donc, voilà donc cet axe. Donc, cerveau et intestin, donc ils jouent un rôle très important et surtout donc par le biais de microbiote et surtout de la dysbiose. La dysbiose, c'est une entité particulière et bien identifiée actuellement. C'est la rupture de cet équilibre microbiote et hôte. Juste un rappel, vous connaissez maintenant le microbiote, c'est la communauté de micro-organismes qui résident ou transitent dans le tube digestif. On a 10 puissance 14 bactéries dans notre corps. Donc c'est comme un grand, et il y a actuellement, donc, on parle de microbiote bactérien, viral, fongique. Donc c'est tout un monde qu'on découvre. La composition du microbiote et son évolution en fonction de l'âge. Donc, il s'installe à la naissance. Il y a certains facteurs qui impacte un petit peu le développement de ce microbiote. Il y a le mode d'accouchement, césarienne ou par voie basse, l'environnement, l'alimentation, la prise d'antibiotiques, la prise d'IPP, donc c'est connu. Et il y a 3 phases en général. Il y a le microbiote de tout petit, de la naissance jusqu'à 3-4 ans de transition, et puis un microbiote qui est stable, type adulte, au-delà de 4 ans, jusqu'à l'âge quand on devient des vieux et des vieillards. On aura donc un autre microbiote qui commence à changer de profil. Voilà, donc c'est les étapes de la vie. La composition de ce microbiote, de ce microbiote, elle est particulière, donc elle est très importante à retenir. Il y a une flore qui est dominante, une flore sous-dominante, une flore de passage. Et cet équilibre et cette répartition doit être restée. Et quand il y a un changement à ce niveau, donc on parle de dysbiose. Voilà, donc c'est un équilibre, c'est comme cette balance entre l'hôte et les microbiotes. Et dans des situations particulières, par exemple dans le cas de la prise des PP, d'antibiotiques, le voyage, le stress, donc on assiste à un déséquilibre de ces microbiotes appelé dysbiose. Un élément très important concernant ce microbiote et cette dysbiose, c'est la résilience. C'est une caractéristique qui est très importante, puisque notre microbiote, il est dicté par notre patrimoine génétique. Donc chacun de nous, donc, il a son microbiote. Et il est quand même, c'est un microbiote qui est stable. C'est comme ces billes qui sont vertes, ils sont stables, les rochers Kaamlin. Il y a des événements de stress qui essaient de le déstabiliser. Donc voilà, donc des changements. Et vous imaginez quand le stress n'est pas assez puissant, la bille, donc quand le stress il est très important, il sera déplacé donc vers un milieu qui n'est pas stable. Et peut-être par la suite, cette résilience, c'est la capacité de ce microbiote de revenir à l'état normal après quelques semaines, après quelques mois. Donc, ce qui fait que, quand même notre microbiote, il garde une stabilité. On a tous fait une gastroentérite, mais par la suite, après quelques semaines, ça c'est pour la diarrhée aiguë, virale et infectieuse. Donc, on va le voir. Mais en cas d'antibiotique, ça peut être prolongé. Vous imaginez que quand ces événements de stress sont prolongés et répétés, donc ça impacte beaucoup sur le microbiote. Sinon, donc, il y a quand même cette capacité de résilience qui est très, très importante.
Voilà la dysbiose, c'est quoi? Donc, à l'état normal, vous avez un microbiote qui est diversifié, large, varié, et vous avez les stades de la dysbiose. C'est quand il y a une diminution des germes qui sont bénéfiques et qui seront remplacés par des germes néfastes, et ainsi de suite. Donc, c'est un changement de milieu de ce microbiote, donc, qui est la dysbiose. Voilà, donc la dysbiose, elle est impliquée dans pas mal de pathologies. Toutes les maladies sont en quelque sorte liées à ce microbiote. De la pathologie infectieuse, de la diarrhée jusqu'à l'autisme. Il y a beaucoup d'écrits dans ce sens-là. Donc, parfois même, on se pose la question, est-ce que c'est la cause ou la conséquence? Les principales causes de la dysbiose, pour pouvoir agir, donc il y a l'alimentation, le mode d'alimentation, c'est pourquoi nous les pédiatres, on insiste beaucoup sur une bonne alimentation, l'utilisation des antibiotiques et les EPP. Mais je peux pas aborder tout, donc on a pris comme exemple le cas de la diarrhée. Et j'ai beaucoup aimé cette image qui dit que la diarrhée n'est qu'un symptôme de l'iceberg de la dysbiose. On connaît beaucoup sur la dysbiose, mais en pratique, il y a là le symptôme qui est rapidement, c'est une canard d'antibiotiques. Donc, c'est l'iceberg. Donc, et cette diarrhée peut être due à une gastroentérite infectieuse, le plus souvent virale, ou bien associée aux antibiotiques, ou bien dans le cadre des autres maladies. J'ai pris l'exemple de Mickey, ça peut être une colite eosinophile, ça peut être autre chose. Donc, en cas de diarrhée, donc j'ai trouvé quelques articles qui essayent de voir un petit peu. Ils ont analysé le microbiote associé à la diarrhée. La caractéristique ou bien l'élément très important, c'est ce mécanisme de la résilience. On a une infection virale, vous avez une diversité qui diminue, et puis en fonction de la persistance, de l'importance et le type étiologique, est-ce que c'est viral, c'est bactérien, on aura une restauration de microbiote. Ça, c'est pour voilà. Donc cet article qui parle de la signature microbiotique donc de la dysbiose au cours d'une diarrhée infectieuse, en particulier la gastroentérite virale. Ça, c'est juste pour montrer les moyens de modulation en cas de diarrhée aiguë et dysbiose. C'est vrai, il y a l'approche globale, mais sans oublier l'approche sur le microbiote. Le deuxième type de la diarrhée, c'est la diarrhée associée aux antibiotiques. Donc, vous la connaissez tous. Vous avez le schéma pour montrer un petit peu l'importance du problème. Et c'est surtout les antibiotiques à large spectre, l'amoxicilline, acide clavulanique, et c'est l'apanage de nourrissons. Le schéma, donc, vous rappelez un petit peu la résilience. En cas de gastroentérite virale, la résilience, elle est en quelque sorte efficace, mais sauf sur des terrains particuliers où la récidive des infections, ou la persistance. Pour les antibiotiques, parfois, la dysbiose ou bien le déséquilibre, il peut persister. On a la prise d'antibiotiques, vous avez un microbiote qui est diversifié, la prise d'antibiotiques, avec même un passage de résistance, vous avez les germes pathogènes, et puis ça dure quelques mois, voire 4 ans. Donc, faire attention à la prescription d'antibiotiques, elle a un impact très important sur le microbiote. Voilà, c'est juste pour montrer un petit peu la tranche d'âge qui est touchée essentiellement par la diarrhée associée aux antibiotiques, l'antibiotique le plus concerné, et le mécanisme de cette diarrhée associée à l'antibiotique, c'est essentiellement l'altération du microbiote, mais sans oublier les autres effets. Donc, l'effet moteur, surtout les connaît chez les macrolides. Quand on prend un macrolide, on a tous mal au ventre, et parfois même des diarrhées persistantes. Et l'atteinte allergique qu'il y a, donc, qui peut se manifester par une diarrhée associée. Les facteurs de risque de cette diarrhée associée aux antibiotiques, c'est les caractéristiques de l'antibiotique lui-même. Un large spectre, modalité d'excrétion de cet antibiotique, surtout les antibiotiques à sécrétion biliaire. La durée de l'utilisation de l'antibiotique. Donc, c'est pourquoi, donc on recommande des schémas raccourcis de l'antibiothérapie pour sauvegarder le microbiote. L'âge de patient, donc on a vu, c'est surtout le nourrisson et même les sujets âgés, parce qu'un microbiote qui est fragile.
et les antécédents éventuels de diarrhée aiguë. Quand vous recevez un garçon, qui trouve que la maman, à chaque fois qu'il y a de l'antibiotique, il la diarrhée. Donc, il faut en prendre en considération. Les conséquences de cette diarrhée associée aux antibiotiques peuvent passer juste d'une déshydratation de nutrition jusqu'à la forme sévère, heureusement, très rare, exceptionnelle, c'est la colite pseudomembraneuse qui est très difficile à gérer. Pour prévenir cette diarrhée aiguë, diarrhée associée aux antibiotiques, c'est le respecter les règles de prescription des antibiotiques. Une bonne indication. Il faut choisir le spectre adapté et la durée de traitement et l'association avec un probiotique. Donc, comme moyen de modulation de cette dysbiose, donc on a plusieurs moyens, l'approche nutritionnelle, l'approche microbiotique, c'est l'utilisation. Maintenant, on parle de biotiques. Il y a les prébiotiques, probiotiques, symbiotiques, et actuellement on parle beaucoup des postbiotiques. Donc, et puis on peut aller même jusqu'à la transplantation de microbiote fécal. Les probiotiques, c'est quoi? Donc là, maintenant, ils sont très bien connus. C'est les micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont administrés en quantité adéquate, confèrent un avantage pour la santé de l'hôte. Il y a plusieurs produits sur le marché. Donc on est inondé. Il faut retenir une chose. Il n'y a que 2 produits qui sont enregistrés selon donc la procédure d'enregistrement de médicaments. Le reste, c'est des compléments alimentaires. Voilà les probiotiques, les principaux probiotiques qui sont sur le marché, les Lactobacillus, les Streptococcus, les Bifidobacterium, les Bacillus et les Saccharomyces boulardii. Pour l'utilisation de ces probiotiques, il y a quand même certains critères à respecter. C'est l'origine connue et l'identification précise de cette souche probiotique. L'innocuité pour l'homme qui doit être démontrée, la safety. Le suivi des probiotiques durant le processus de fabrication parce que c'est des micro-organismes qui sont vivants. La stabilité. 26 minutes. شحال دار لي 20 minutes. C'est un symposium. لا ما نديرش لي بغيت. Voilà, je passe parce qu'il y a quand même des critères à respecter pour utiliser ces probiotiques. C'est très important. Et puis, le mécanisme, il faut connaître quand même les mécanismes d'action de ces probiotiques. Ils agissent à plusieurs niveaux. Au niveau de la lumière intestinale, au niveau de la muqueuse et au-delà de la muqueuse, c'est sur le système immunitaire. Et le mode d'action de l'homme, soit la compétition avec les germes pathogènes, soit sur le renforcement de la barrière épithéliale, soit le renforcement de la réponse immunitaire elle-même. Et les probiotiques ne sont pas tous identiques. كل واحد عنده le mécanisme d'action ديالو كاين اللي عنده surtout le mécanisme d'antagonisme de compétition كاين اللي عندهم il agit sur le système immunitaire avec une immunomodulation et كاين اللي عندهم une exclusion donc voilà, donc et puis j'arrive peut-être à la fin. Donc pour évaluer, quand on prépare ce type de thématique, il y a beaucoup de recherches, mais l'impact clinique, les recommandations nous laissent sur notre fin. Mais en général, on recommande l'utilisation des probiotiques dans les diarrhées. Donc, de façon, avec les autres éléments de la prise en charge de la diarrhée aiguë. Ça, donc, je passe. Voilà. Donc, en conclusion, les troubles fonctionnels intestinaux sont fréquents en pédiatrie. Les critères de Rome nous aident à poser un diagnostic et non pas uniquement une exclusion, mais mettre le mot sur ces mots-là. Donc, et attention aux signes d'alerte qu'il faut prendre en considération dans l'approche diagnostique. Plusieurs troubles fonctionnels peuvent exister simultanément ou même dans le même temps. La prise en charge doit être globale, reconnaître le trouble, poser un diagnostic précis, prononcer le diagnostic et prendre en charge dans sa globalité de l'enfant et des parents, ne pas trop médicaliser. Et les probiotiques font partie des éléments de maître de cette prise en charge holistique de ces troubles digestifs chez l'enfant. Et je vous remercie. Merci, professeur Hida, pour ce tour d'horizon très intéressant. C'était passionnant.
entre les troubles fonctionnels, psychogènes, organiques. C'est vrai que le médecin, le pédiatre, des fois a du mal à trouver les frontières, mais vous avez insisté sur les signes d'alarme. Les signes d'alerte, je pense que les pédiatres doivent les apprendre par cœur. C'est très utile en consultation. Une fois on a un patient chez qui on trouve pas ces signes d'alarme, on est d'abord nous rassurés et par la suite on peut transmettre ce sentiment aux parents. Bien sûr, il faut une démarche diagnostique pour aboutir à quel type de trouble fonctionnel. Et vous avez parlé aussi de la résilience. Ouais. Je pense que le microbiote est aussi résilient que le marocain. Les Marocains sont résilients. Et les Marocains sont résilients. Voilà. Et donc, il y a cette adaptation du microbiote et dans certaines situations, on peut aider à retrouver cet équilibre en proposant des probiotiques, comme vous l'avez bien signalé, qui ont prouvé leur efficacité par des données scientifiques. Et donc, il faut faire attention à tout ce qui est vendu en tant que complément alimentaire. Voilà. Donc, on ouvre la session des questions. On va prendre la première question, professeur Haj Khalifa. Haj Khalifa. Merci. C'est pardonné, c'est pardonné. Sahida, merci beaucoup pour l'exposé. Là, il y a des années où on utilisait les gens, nous utilisions, dans ma génération, l'antibiotique comme dans les ultralevures, je me rappelle. On avait même fait un travail. Puis après, on nous a dit non, c'est pas du tout systématique. Alors, je voulais te demander deux choses. Quand tu as une diarrhée induite supposée être induite par un antibiotique, quelle est la preuve finalement? Quelle est la preuve que tu as que quand l'enfant s'alimente, je sais pas ce qu'il peut manger, et que tu lui donnes un antibiotique, quelle est la preuve que c'est l'antibiotique qui a occasionné la diarrhée? C'est la première question. La deuxième, combien dure cette diarrhée si elle est induite par cet antibiotique? Et la durée. La durée. La durée, oui. Et la prescription du probiotique que tu as donné m'a fait la durée d'hier. Moi, je te dis ça pourquoi? Parce que quand on ouvre le Google, on trouve tellement de gens qui donnent des conseils de probiotiques, tout ça. Mais ça serait bien que nous, en tant que médecins responsables et en tant que personnes expertes, pardon, merci. Vous voulez m'écouter? Alors, combien de temps tu donnes ce probiotique? Combien de temps tu le donnes? Si tu dis que c'est l'antibiotique qui donne la diarrhée. Pour la première question concernant le lien de causalité. C'est ça, absolument lien. Un enfant qui vient pour une otite, chez qui, donc, on a prescrit un antibiotique et il fait la diarrhée. Donc, vous savez mieux que moi, la médecine n'est pas exacte à 100%. Je sais, là. Donc, on fait le lien entre l'antibiothérapie et cette diarrhée qui apparaît au cours du traitement. Et surtout quand ça survient de probabilité. Donc la médecine, dans la grande partie, on se base sur la probabilité. Donc pour la durée de la prescription, il n'y a pas de protocole, mais on dit qu'autant que l'antibiotique il est prescrit. Par contre, les protocoles d'adultes, ils vont jusqu'à 2 à 4 semaines, même après l'arrêt de l'antibiotique. Donc voilà. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Salam alaikum. Oui. L'efficacité des probiotiques, vous avez parlé qu'il dépend du type de la souche. Qu'en est-il concernant la dose? Est-ce que cette efficacité est une dose dépendante de la souche? C'est une très bonne question parce que j'avais pas le temps de... quand on dit que les probiotiques sont bien dans cette pathologie, en cas de diarrhée, il faut pas généraliser. Les antibiotiques mziani pour l'angine. Donc il faut parler de la souche, parce que chaque souche doit être bien étudiée. La durée du traitement, quelle souche, la durée du traitement et la dose, c'est très important.
D'ailleurs, ce qui manque un petit peu, donc même les études, on voit quelques sociétés savantes, ils recommandent certaines souches. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des études, ils sont basés sur des études. Et les études ne sont pas, il m'a le nombre de patients qu'ils ont fait ce qlil. Donc le dernier papier d'El-Espgan, pour retenir les recommandations, ils avaient des exigences qui sont très sévères. Au moins 2 études randomisées, contrôlées, pour retenir de la souche, sur la base du type de la souche, la durée et la dose. Donc, ce qui fait que c'est très difficile de recommander facilement. Mais la souche, elle est très importante. Même on reçoit beaucoup de délégués qui disent, voilà, c'est un probiotique mzénan. Voilà les études qui ont fait sur cette souche. Et même la souche, il faut la détailler. Ma chérie, le Bacillus clausis, sur Zekdan. Donc, la même chose pour la Saccharomyces, c'est plusieurs souches. Donc, le type de souche, c'est très important pour rester scientifique. Donc, après la dose de la souche, est-ce qu'il y a une place concernant l'alimentation? C'est-à-dire après l'arrêt de la souche, est-ce qu'on peut maintenir ce rôle de probiotique par une alimentation riche en lactofermentés? oui, ça rentre un petit peu dans le titre de l'approche globale et holistique. Donc, il y a le probiotique, il y a la nutrition, et j'ai parlé un petit peu de biotiques de façon générale. Alors, les prébiotiques, ce serait des médicaments. Même, il y a des aliments qui sont des prébiotiques pour nourrir le bon microbiote. Donc, c'est... Parce qu'ils disent que on doit tout d'abord commencer par les probiotiques sous forme complément alimentaire. Après, on va maintenir cette correction par une alimentation lactofermentée. Ouais. Ce que j'ai lu dans la littérature. Ouais. Mais il faut revenir à des règles d'or chez nous. Donc, la prise en charge de la diarrhée, c'est la réhydratation, c'est la rénutrition, et le reste, c'est un traitement complémentaire. Aziza Jbel Halal, la phrase qui a beaucoup travaillé sur la psym et sur la prise en charge des symptômes qui posent problème de santé publique. Je pense que la problématique du probiotique n'est pas résolue aujourd'hui. La problématique du probiotique n'est pas résolue. C'est un sujet qui est tellement vaste et qui intéresse beaucoup de spécialités ou de surspécialités qu'il faudra en faire une table ronde, je pense, pour répondre justement au questionnement de quel probiotique, symbiotique ou prébiotique, quelle dose, quelle durée, etc. et dans quelle manifestation. Parce qu'on peut les proposer dans diverses manifestations. Effectivement. On va prendre un commentaire sur ça. Donc, il y a un engouement de la recherche, des laboratoires, des écrits sur les probiotiques. Et comme je l'ai dit, l'impact clinique, c'est même équivalent. Ce qui a poussé des gens à écrire dans une revue, un magazine de renommée, JAMA, Journal American. D'ailleurs, est-ce que le fait d'acheter les probiotiques, est-ce que c'est pas de l'argent jeté dans la poubelle ou dans les toilettes comme ça? Mais on a répondu comme quoi les probiotiques, peut-être c'est les médicaments du futur. Actuellement, on travaille sur des probiotiques de synthèse. Quand on analyse un microbiote d'une maladie particulière, le cas de maladie de Crohn, on constate que les firmicutes sont très diminués. Donc, on essaye dans ce concept-là d'avoir un probiotique de synthèse qu'on va pour traiter cette pathologie. Ce sont des médicaments de futur peut-être. Question rapide. Est-ce que tu prescris systématiquement avec les antibiotiques et les probiotiques? Non. Chez les tout petits, oui. En cas de traitement de l'éradication des Helicobacter pylori, oui, parce que c'est une association de large spectre. C'est des traitements qui sont lourds, la dose elle est très importante et la durée elle est très importante. Voilà, je pense quoi. La deuxième question, c'est qu'il y a tellement d'éminents gastropédiatres au Maroc. Est-ce que vous pouvez pas faire une recommandation nationale par rapport à ça, à travers la Société marocaine de gastroentérologie pédiatrique? Non, on va la retenir quand même. Ouais, pas de souci. C'est retenu pour. Merci. Madame Haj Khalifa, une Parler. dernière. Je veux parler quand même. Hein? Je suis sanctionnée. Vous Je avez peux parler, le micro. j'ai la parole. Vous avez le micro. Chauffe, monsieur Hida, il y a Ah, deux choses. Il y a une question que le professeur Ferry devait poser à ma place. Quand je fais une prophylaxie, une antibioprophylaxie dans le cadre d'une neuropathie malformative, en attendant l'intervention de l'enfant,
Cet antibioprophylaxie peut durer 6 mois. Oui, peut durer 6 à mois. un tiers de la Et je dose. sais que pendant ces 6 mois, je vais prescrire une antibiothérapie. Dois-je mettre systématiquement un probiotique? C'est la première question. La deuxième, عرفتي دابا les probiotiques تخدموا عليهم حيت le micro, pour ne pas dire autre chose, il est mêlé à toutes les pathologies. درتوها في toutes les sources. اللي عنده l'ophtalmo فيها فين ما تحل جوجل تطلقها. L'autisme فيه الميكروبيوت. C'est Alors le donc, cerveau, c'est le les gens, deuxième c'est cerveau. pour la, C'est non, le deuxième cerveau. c'est ça, Faut- c'est partout, c'est partout. La réponse, il faut cibler la thérapeutique. Vous avez un patient chez qui vous avez déjà prescrit l'antibiotique, il ne fait pas de diarrhée, donc c'est pas, doucement. voilà, donc il faut cibler la thérapeutique, choisir les bonnes indications, les bons médicaments. Et rester scientifique. Ouais. On est des scientifiques d'abord. Ouais, Très voilà. bien. Donc, je pense qu'on va fermer la session et on va donner la parole Pardon, une petite Oui. question. Ici. C'est Trésorier. أنا ما عطيتش الكلمة، راه ما هي. docteur Lattar. Ah. Avec plaisir. Assidi, tabakallah ala Sihida, comme d'habitude, les exposés sont toujours excellents. Brethren, je voudrais poser une question sur les anciens antidiarrhées, enfin les médicaments, genre Ercefuril, genre Imodium, Enteral. Quelle était leur place et est-ce qu'on a bien fait de les enlever? Et ouais, ils sont déjà enlevés, donc ils sont plus là. Oui, est-ce qu'on a bien fait de les enlever? Oui, la prise en charge donc c'est de la diarrhée, c'est la réhydratation, la renutrition. Hein, donc les deux piliers de la prise en charge de la diarrhée. Et les autres, c'est des traitements adjuvants. Il y a certains médicaments, les antisécrétoires, qui ont montré leur efficacité, mais il faut peser l'indication. Il y a les probiotiques, parce qu'on a le souci de la dysbiose, qu'il faut essayer de restaurer. Voilà la réponse, je crois que j'ai résumé un petit peu les mots. Voilà. Le premier médicament qui doit apparaître sur l'ordonnance, c'est les C'est sels de les sels de réhydratation réhydratation. orale, d'abord. Ouais. Très bien. Donc, on va céder la parole à la prochaine session. Non, il voulait dire, si Saïd, qu'il va lancer un questionnaire par rapport au microbiote. Il voulait pas l'annoncer, moi je vais le faire à sa place. Et donc, j'aimerais bien que toutes les associations et les pédiatres puissent remplir ce formulaire pour qu'on puisse sortir aussi avec une recommandation.